Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de Course Épique consacré au Marathon des Sables. Course Épique va vous proposer du samedi 26 mars au lundi 4 avril un format hors-série quotidien pour suivre le Marathon des Sables jour après jour. J'aurai donc le plaisir d'être sur place pour couvrir la course depuis le Sahara et vous faire vivre à la façon d'un carnet de bord cette grande aventure de 250 km et 7 jours de course. Comme vous le savez, Course Épique attache beaucoup d'importance aux histoires, à l'humain, aux émotions. L'idée, c'est donc de suivre ensemble non pas un compte-rendu de course à proprement parler, mais plutôt de vivre ce Marathon des Sables avec le point de vue de coureurs très différents et très complémentaires que je vais suivre étape après étape sur la course, mais aussi à la veille du départ et après l'arrivée. Nous allons donc avoir, vous et moi, le plaisir de suivre plus particulièrement 4 coureuses et coureurs dans ce format hors-série. Claude Dartois, que vous avez très probablement croisé ces dernières années sur un écran de télé en train d'évoluer sur une île déserte et qui s'essaye pour la première fois au Marathon des Sables cette année. Meryl Robert, qui participe pour la 6e fois au Marathon des Sables et qui a fini récemment 3e de l'édition 2021 derrière les frères El Morabiti. Meryl est un athlète de haut niveau qui va jouer à n'en pas douter les toutes premières places de cette nouvelle édition du Marathon des Sables. Enfin, nous suivrons ensemble la course de Frédéric de la Nouvelle, un habitué des Ultra Trail et déjà finisher de 3 Marathons des Sables, qui va courir cette année avec sa fille de 16 ans, Cécile. Une aventure familiale qui s'annonce très forte en émotion pour tous les deux. Vous l'aurez compris, nous allons vivre ensemble un Marathon des Sables exceptionnel à partir du 26 mars. Place désormais à notre épisode qui vous donnera l'occasion de faire plus ample connaissance avec Claude et Meryl, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger à l'occasion de la conférence de presse du Marathon des Sables le 8 mars dernier, et Frédéric et Cécile, avec qui je me suis entretenu à distance quelques jours avant. Bonne écoute! Bonjour Claude, je suis ravi de te recevoir dans ce hors-série consacré à l'édition 2022 du Marathon des Sables, dont le départ va être donné dans quelques jours. On comptait les dodos tout à l'heure, je crois qu'entre 17 et 19 dodos qui nous séparent. C'est comme Noël, on compte l'arrivée du Père Noël avec impatience, les nuits qui nous en séparent. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais en tout cas... Si, évidemment. Bonsoir Guillaume et merci de m'inviter à ton podcast. Et ça va être l'occasion d'échanger pendant un long moment ensemble, donc durant toute cette aventure. Et oui, je crois que c'est 19 dodos comme tu l'as dit. Voilà, on va avoir le plaisir de te suivre avec d'autres profils, donc Meryl Robert et puis Frédéric de la Nouvelle et sa fille Cécile. Petit rembobinage sur ton rapport au sport. Dans tes plus jeunes années, quels ont été les sports sur lesquels tu t'es le plus accompli? Est-ce que déjà le sport était une composante majeure de ta vie dans tes plus tendres années ou est-ce que c'est venu plus tardivement? Ouais, non, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours pratiqué, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, un peu tout, et d'ailleurs trop de tout parce que j'ai jamais pris le temps de me poser dans un seul et même sport, même si je pense que celui que j'ai pratiqué le plus c'est le rugby. Mais j'étais un peu fragile à l'époque et les médecins m'ont dit que c'était mieux pour moi de m'arrêter. Mais j'ai joué plus de 7 ans, donc voilà, c'est la plus longue période sur un seul et même sport. Mais sinon, j'ai pratiqué l'escalade, j'ai fait du karaté, j'ai fait du foot, la natation. Donc sport co, sport individuel, ouais, beaucoup de sport individuel, le tennis aussi un peu, et sport collectif, le foot, mais pas si longtemps que ça, et le rugby, oui, voilà, la plus grande partie de ma jeunesse. Mais ça a toujours fait partie de moi, mais j'avais toujours cette sensation de vouloir découvrir autre chose. Avoir le sentiment d'avoir tout vu dans le sport alors qu'on n'a jamais tout vu réellement. Mais quand t'es gamin, l'impatience et l'insouciance te canalisent pas. Tu tournais en rond en fait, c'est ça? Ouais, non, mais surtout, c'est même pas tenir en rond. C'est, par exemple, tu vois, au karaté, je me souviens, on apprenait les katas et puis on faisait souvent la même chose et c'était assez répétitif. Et moi, j'avais envie d'autre chose, donc de la compétition, ça. Mais avant de faire de la compétition, moi, tu as quand même des cursus à suivre et moi, j'avais trop d'impatience, donc je changeais de sport, j'en faisais un autre. Et voilà pourquoi j'ai pas perduré dans un seul et même sport, mais ça m'a permis d'en découvrir plein et d'acquérir. Polyvalent, on peut voir le côté positif voilà, aussi, c'est ça, exactement. Et la course à pied, comment elle a trouvé sa place dans ta vie et qu'est-ce que tu y as trouvé peut-être que tu ne trouvais pas ailleurs? En tout cas, la course à pied occupe ta vie de façon plus régulière et de façon très présente. Donc il y a probablement un truc à part. Je pense que tu vas diversifier aussi les efforts entre la route, le trail, des grands défis comme le Marathon des Sables. Qu'est-ce que globalement que tu y trouves aujourd'hui et qui t'accomplit pleinement? La course à pied, réellement aussi, j'en ai pratiqué à l'école avec des crosses, etc. Et c'est vrai que c'est une chose que j'aimais beaucoup. J'ai fait de l'athlétisme aussi pendant pas mal de temps. Mais pour moi, courir, c'était un passe-temps, c'était tout naturel. Quand je me déplaçais, je courais en fait. Et je ne l'imaginais pas plus jeune, même si je voyais évidemment les athlètes à la télé, dans les JO, quoi que ce soit, faire de la course à pied. Mais je n'avais pas cette idée de me dire le trail, on peut faire des longues distances, ça existe. Puis à l'époque, c'était pas non plus comme ça. Mais même les marathons, je n'avais pas cette conscience de me dire, pour moi, c'était pas un sport comme je l'entends, comme un tennis ou quoi que ce soit. C'était plus de la passion pour moi, de la course à pied. Ouais, presque. C'est venu beaucoup plus tard parce qu'à la sortie de mes aventures dans l'émission de télé que vous connaissez tous sur une île déserte,
j'ai trouvé ce goût de me dire j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me dépasser, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, je vais faire un 10 km, puis après un 20, puis après un semi, puis après un marathon, et après c'est voilà, de me dire toujours j'ai envie de faire plus. Et après je suis venu découvrir le trail qui me correspond plus parce que c'est plus nature, c'est moins de stress, c'est moins le chrono, c'est plus de plaisir, puis c'est plus l'aventure. Donc parce qu'il y a toute une gestion que tu n'as pas forcément, tu n'as pas autant sur un marathon que tu vas courir en 4 heures que une course que tu vas faire en 17 heures. C'est pas la même gestion, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est mon plaisir, voilà, de pouvoir aller dans des endroits auxquels tu n'as pas accès sans la possibilité de t'inscrire à une course. Donc voilà. Quelle est la course aujourd'hui qui t'a le plus marqué? Pour l'instant, dans les courses que j'ai effectuées, je dirais peut-être la Saint-Élion, parce que c'était c'est l'anniversaire, un triste anniversaire, celui de la mort du traceur, mais ils avaient rajouté 10 km de plus cette saison-là, et départ à minuit, donc déjà c'est une course qui se passe en nocturne, avec un dénivelé pas forcément costaud, mais régulier, et vraiment sur toute la longueur de kilomètre, donc départ minuit sous la flotte jusqu'à 8h du matin, de la gadoue à en plus finir. Course où j'ai fait seul dans le noir et finalement c'est une course qui reste parce que voilà, c'est un peu différent, et c'est ce que j'aime dans les courses, c'est qu'elles sont toutes mythiques par ce qu'elles représentent, et le marathon des sables, on va y venir, mais elle est mythique parce qu'elle représente aussi et par sa grandeur. Et j'essaie aujourd'hui, parce que mon temps il est compté, je dois rester aussi près de la famille tout le temps, je peux pas faire tout ce que je veux quand je veux, donc j'essaie de me trouver un beau challenge, une belle course assez régulière comme ça chaque année, une nouvelle. Venons-en donc au Marathon des Sables qui te tend les bras. Comment est-ce que l'opportunité s'est présentée à toi? Et puis, est-ce que c'est une envie que tu chérissais depuis très longtemps de participer au Marathon des Sables? Est-ce que finalement l'opportunité s'est faite comme ça et tu t'es dit, allez, pourquoi pas, c'est un défi que j'ai envie de me lancer? Et bien en fait, le trail, c'est venu avec la découverte d'un livre de Bertrand Lelouch qui s'appelle Trail Mythique. Il a sorti un deuxième livre un peu après aussi sur les courses extraordinaires qu'il a pu faire. Et puis c'est un quadra qui m'a vraiment donné envie de passer au trail parce que c'est un quadra homme d'affaires, cadre dans la vie, mais qui n'a pas un physique d'élite ou quoi que ce soit, et qui a fini toutes les courses les plus dures qui existent grosso modo. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux de me dire qu'en fait c'est accessible à tous. Et donc j'ai un peu voulu faire comme lui, les prendre un peu en progression, pas voulu me brûler les étapes, pas m'envoyer un peu au charbon comme on peut dire sur une course sur laquelle je vais subir. Donc j'ai commencé par des courses de plaine avec des 80, mais avec des dénivelés raisonnables, et là je monte progressivement, et le Marathon des Sables il est dans son livre, et je l'ai lu plusieurs fois, et celui-là en fait je le considère un peu différemment parce que comme je dis c'est une course de gestion. C'est pas une course de 18h ou 19h, même s'il y a une grande étape longue pour lesquelles on va passer ce nombre d'heures évidemment, mais ça sera vraiment de la gestion. Et là forcément tout peut arriver, c'est sur du long cours, c'est pas on va passer 10 heures et puis après on rentre chez soi, donc là il faut préparer tout en amont, il faut essayer de gérer ses efforts plus, donc voilà, c'est tout cet aspect là aussi qui m'attire. Et puis forcément le désert marocain, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir courir dans des endroits comme celui-ci, donc voilà, les dunes et tout, ça va être comme ça, ça va être mythique. Qu'est-ce que tu espères y vivre? Moi, ce que je veux déjà, c'est de le passer dans des bonnes conditions physiques. Après, une course, quand elle est dure, c'est bien, mais il faut pas qu'elle soit non plus torsionnaire. Voilà, on verra. J'ai pas couru depuis un moment parce que j'avais des petits problèmes physiques. Ouais. Donc j'y vais un peu avec. J'y vais pas c'est pas la dilettante parce que je fais attention quand même aux détails, mais. J'y vais avec du recul parce que je vais pas forcément avoir les objectifs que je me serais donné dans un état de forme optimal. J'y vais franchement avec étape par étape, comme elle l'a dit tout à l'heure, la grande championne qui a dit que chaque jour est une étape différente, et comme dans Koh-Lanta, j'ai envie de le dire, où je vais prendre jour après jour au feeling, aux sensations, et je vais m'écouter. J'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de prendre du partage. Et puis voilà, j'ai envie forcément de souffrir un peu parce que c'est dans le dur que l'être humain se révèle, et puis voilà, qu'on arrive à se dépasser encore plus. Donc forcément un peu de difficulté, et tout ça réuni pour que ce soit un bon souvenir après. Est-ce que tu as un objectif particulier, ou si ce n'est finir, ou est-ce que c'est ça l'idée principale, c'est finir? Évidemment, l'idée principale est de terminer, comme dans toutes les courses à laquelle je m'aligne. Après, finir, et si je peux finir dans des bonnes conditions, avec un chrono et avec une place qui serait honorable, tant mieux. Et ça serait un son content. Le premier temps, ce sera le jour de finir. Je te demanderai pas de te commettre sur un numéro de place ce que tu appelles honorable. Ce sera la surprise, et puis tu nous diras. Honorable, c'est toujours le premier tiers, forcément, du départ. Mais après, des fois, c'est un peu utopique, faudra voir. On verra. Est-ce qu'il y a une source d'appréhension particulière pour toi sur la course? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes, ou un gros point d'interrogation au-dessus de ta tête là, sur cette course? Ouais, le gros point d'interrogation, forcément, il va être sur le fait qu'il n'y ait pas de ravitaillement, que tu dois emmener toute
ta nourriture et tout ton équipement. Forcément, là, faut pas faire d'erreur sur les calories. Je suis quelqu'un qui suis très énergivore. Je sais que voilà, je calcule généralement les courses, ce que j'emmène. J'essaie de m'alimenter tous les 5 km, sachant qu'il y a des ravitaux qui viennent compenser aussi. Là, il n'y en aura pas. Donc là, faut pas faire d'erreur sur ce que je vais calculer. Je pense que je vais même mettre 10% de plus pour être certain. Même juste psychologiquement, savoir que même si tu t'en sers pas, en tout cas, tu t'en serviras toujours. Ouais. En fait, au final, c'est mieux de manger une barre que d'emmener des bâtons dont tu te sers pas, tu vois. Donc non, franchement, le gros point, ce sera l'alimentation et tout ce qui va en résulter. Il y a une rubrique classique qui est dans Course Épique qui s'appelle la basket chinoise, qui est un format de portrait chinois dans lequel je demande notamment à un de mes invités s'il y a un personnage fictif auquel il ressemble. Là, l'idée, c'est de le rendre un peu plus spécifique dans Marathon des Sables. Et donc, je vais te donner 4 propositions et à toi de me dire plutôt quel type de personnalité tu penses être et imagines être sur la course. Donc, est-ce que tu penses être plutôt serein et pleinement à ta main, un peu le roi du désert comme Laurence d'Arabie? Est-ce que tu veux la prendre plutôt en mode détente et un peu déconne comme numéro bis, alias Jamel dans Astérix et Cléopâtre? Est-ce que tu le vois en mode Mad Max, plutôt guerrier et pas là pour rigoler et pour être hyper concentré sur ton objectif final? Ou un peu perdu et gaffeur comme les Dupont dans Tintin au pays de l'or noir? Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de ce que de toi, ta personnalité, de comment tu vas être? Ma personnalité, ce serait plus Mad Max, mais j'aime bien la sérénité de Laurence d'Arabie aussi, donc un mélange des deux, un peu de la fougue de Mad Max et de la sérénité de Laurence d'Arabie. Beau mélange. Des idées de remake de films peut-être pour les studios hollywoodiens. Ils vont aller voir du mal, je pense, à faire celui-là, vu les costumes des uns et des autres. Mad Max font du ski. Ok, et une dernière question pour toi, avant-dernière, question pour toi, Claude. Petit exercice, donc c'est une espèce de format un peu time capsule et design fiction. On va imaginer qu'on est à toute fin du Marathon des Sables, tu viens de franchir la ligne d'arrivée. Ok. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis? Projette-toi et puis on confrontera ça. Après, je pense que les émotions sont proportionnelles à l'aventure vécue, donc toute proportion gardée, je pense que si j'ai bien souffert et tout, j'aurais une satisfaction, forcément, un sourire de coin de me dire ça y est, tu vois, je l'ai fait, c'était pas évident. Et si j'ai réussi à faire une course sans trop souffrir, j'aurais tout autant de satisfaction. Et je me dirais, tu vois, des fois, il faut avoir plus confiance en soi encore et moins s'imaginer plein de choses avant de l'avoir vécu. T'es expressif dans ces moments-là d'émotion, d'arrivée, ou tu contiens beaucoup? Non, pas forcément. Je suis pas quelqu'un qui j'ai pas pleuré quand je suis arrivé au sommet du Mont Blanc. Je suis pas pleuré. Non, après, si j'ai un message de mes enfants à ce moment-là, ça se peut que oui, j'ai mes larmes qui coulent, mais au-delà de ça, non. Ça marche à tous les coups, les enfants. C'est comme les pandas. Ça marche toujours. Dernière question, donc cette fois c'est la vraie dernière question. Est-ce que tu aurais un petit mot pour les autres partenaires, les colocs de ce podcast, donc qui vont être Frédéric Delanouvelle et sa fille, donc qui a donné envie à son père de vivre cette aventure communément alors qu'elle a tout juste 16 ans et que elle n'a pas forcément un bagage de coureur. Et puis Meryl que tu as aperçu tout à l'heure aussi, qui a brillé, qui était 2 fois sur le podium. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à leur adresser? Déjà, forcément, Meryl, je lui souhaite de pouvoir réaliser ce qui soit au plus profond de lui. Et d'accomplir ce pourquoi il vient chaque année. Et j'espère qu'il pourra obtenir une place comme il l'imagine. Et je lui dis merde pour tout ça. Et encore bravo champion, parce que c'est pas évident de jouer la tête évidemment dans toutes les courses. Et puis pour son papa et sa fille, forcément, j'aimerais beaucoup un jour être à votre place et pouvoir courir avec mon fils. Donc profiter de ces moments. Une petite dizaine d'années encore, c'est ça hein? Il faut tenir encore une petite dizaine d'années, c'est ça? Ouais, là, pour le coup, mais le grand, il court bien déjà pour son âge, 6 ans. Et il a un gabarit en plus qui fait qu'il sera un bon coureur, je pense. Mais voilà, profitez, parce que des partages comme ça dans des aventures difficiles et communes, ça laisse des souvenirs impérissables. Et puis c'est des liens qui se créent. Et c'est beau, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup Claude, c'est le moment presque d'aller commencer à préparer ses valises, aller ranger le lyophilisé, de mettre tout ça de façon bien ordonnée. Il faut que je m'y mette réellement pour le coup. Et on se retrouve à l'aéroport. Donc, on se retrouve à l'aéroport. Merci Guillaume. Et puis voilà, j'espère que tu me suivras et que je pourrai te raconter plein de belles choses. Avec grand plaisir, j'en suis convaincu. Merci beaucoup Merci Claude. beaucoup. Merci. Bonjour Meryl, je suis ravi de te recevoir dans ce hors-série de Course Épique qui est consacré à l'édition 2022 du Marathon des Sables dont le départ va être donné dans quelques jours. On est à un peu plus de 2 semaines du départ, donc voilà, l'occasion d'échanger avec toi, d'en découvrir un peu plus sur ton parcours et puis on va te suivre donc de façon quotidienne pendant cette grande et belle aventure, au même titre que Claude et Frédéric et sa fille Cécile. Voilà, vous allez être un peu les protagonistes et les aventuriers, enfin les héros en tout cas de nos épisodes quotidiens. Meryl, pour que nos auditeurs fassent un peu plus ample connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais remonter un peu le fil de ta vie et nous raconter, alors pas jusqu'à la naissance, mais nous raconter
Quelle place tenait le sport dans tes plus jeunes années, dans l'adolescence? Est-ce que c'était déjà très très présent? Par quoi t'es entré dans le sport finalement et à quel âge? Alors, j'ai pas une grosse expérience sportive dans ma jeunesse. Hein. J'ai fait un peu de vélo à l'adolescence, avec les copains du quartier. Et puis je me suis inscrit quand même. J'ai été licencié à la Fédération française d'athlétisme pendant 2-3 ans. J'ai fait quelques courses, mais ça n'a pas été vraiment une réussite. Hein. Je crois que je n'ai jamais terminé une course. C'était quel type de course? On parle de quelle licence? Alors c'était des formats, j'étais junior, hein, donc c'était des formats de 85 km. Et c'était ce qu'on appelait des vire-vire de 2-3 km. On tournait et en fait, assez vite, je décrochais du peloton et je me faisais rattraper par les premiers. Et donc j'étais donc éliminé. Mais bon, je pense que d'avoir fait ça à cette époque de ma vie, ça m'a permis de développer des capacités d'endurance dont je profite aujourd'hui. Mais voilà, c'était une bonne expérience. J'ai couru, alors si quand même, j'ai couru avec Jeannie Longo. J'ai fait parce que les juniors dans le comité couraient avec les féminines pro, donc j'ai couru avec Jeannie Longo, donc c'est une bonne expérience. Et aussi avec Raymond Poulidor. J'ai fait une course avec lui, les 8 heures de Tullin-Fur. Voilà, bon, il était là plus en tant qu'invité, mais voilà, j'ai fait quelques kilomètres. Un joli symbole quand même. Ouais. Hein, un joli symbole. Un joli symbole, parce que voilà, voilà, quand tu es jeune, voilà, c'est partie des gens qui ont marqué l'histoire du sport. Et voilà, donc beaucoup de vélo. Et puis après voilà, la famille, les enfants. J'ai laissé tomber complètement l'activité physique. Et puis j'ai repris quand j'avais une trentaine d'années, à la faveur une envie de perdre un peu de poids. Et voilà, je me suis mis à courir parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement quand on veut, sans contrainte de réserver une salle ou quoi que ce soit. Et voilà, donc c'était la petite sortie du dimanche qui s'est transformée en sortie un peu quotidienne. Et du lundi, mardi, mercredi. Voilà. De plus en plus long. Une première course, voilà, puis une deuxième, puis après voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris un peu comment m'entraîner mieux, comment structurer mon entraînement. C'était des courses sur route ou du trail? Des courses sur route, c'était des courses sur route. C'était quelqu'un qui venait de la route, du marathon. Et bon, je commençais à avoir déjà un petit niveau, mais je m'entraînais surtout avec des plans que je me préparais moi-même, hein, que je trouvais dans la presse. Et puis voilà, à partir du moment où tu soupçonnais que tu allais repousser les distances de plus en plus et d'aller vers des défis de plus en plus longs? Je sentais que je progressais, mais bon, après, c'est tout coureur toute personne qui commence à courir progresse assez vite dans les premières années. Et puis après, oui, effectivement, je me suis trouvé des qualités d'endurance qui sont ce qu'elles sont, mais voilà, qui m'ont permis d'être un peu à l'avant des courses du village. J'ai jamais fait de gros podiums, et voilà, après j'ai fait quelques marathons, mais voilà, rien de... La dimension compétition, elle est importante pour toi, elle est centrale, ou est-ce que c'est avant tout l'idée de prendre l'air, de se dépasser, de vivre une aventure collective ou pas, enfin voilà, ou est-ce que c'est vraiment il y a un gain surplus qui est induit par la compétition qui est un vrai moteur pour toi? Sur la route, j'étais plutôt dans cette optique-là de compétition, de progression, parce que voilà, le chrono est important, et sur des distances labellisées, on essaie d'améliorer son chrono, donc forcément il y a un aspect compétition qui est important. Après, sur le trail, beaucoup moins, parce que le chrono a moins d'importance. Et ce que j'ai bien aimé sur le trail, c'est surtout la capacité à c'est-à-dire que sur la route, on met quand même notre corps à rude épreuve. Et arrivé à 45, 50 ans, la route, c'est plus vraiment... déjà, on ne performe plus à ces âges-là sur la route, alors qu'on peut encore performer sur le trail. Donc c'est pour ça que je me suis un peu quand même orienté sur ce type de course. Et puis voilà, l'ambiance, les paysages... alors, même sans parler du Marathon des Sables, hein, qui a une ambiance encore particulière, mais même des petits trails, c'est toujours très enrichissant et très sympa à courir. Il y a 10 ans, donc ça c'est l'instant coup de vieux, tu découvrais le Marathon des Sables pour la première fois en 2012.
Comment l'opportunité s'est présentée à toi? Est-ce que c'est l'opportunité qui est venue à toi? Est-ce que c'est toi qui étais en quête de ce marathon des sables qui avait une dimension déjà mythique pour toi? Ça avait déjà une dimension un peu mythique. Et alors comment ça s'est arrivé, hein, j'ai eu il y a des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai changé de boulot. Hein, et lorsque je suis rentré chez Groupama, effectivement, j'ai appris qu'il y avait depuis déjà en 2002 et en 2008, il y avait eu des équipes Groupama qui avaient participé à cette course. Et partant de là, je me suis dit waouh, là il y a peut-être une opportunité pour qu'un jour je puisse prendre le départ de cette course mythique. Et puis ça a été chose faite en 2012, donc avec l'expérience d'autres coureurs qui l'avaient fait. Ça c'est quelque chose qui est hyper important dans le marathon des sables, et c'est ce que moi aussi aujourd'hui j'essaye de transmettre. Voilà, c'est comment bien se préparer, comment bien vivre cette aventure, hein, parce que on l'a vu l'année dernière, il y a eu beaucoup d'abandons et 50% quasiment. Ouais, 50%. Ce qui est très exceptionnel. 50%. Et quand on sait l'effort que c'est, les sacrifices que c'est de s'entraîner pendant plusieurs, surtout qu'il y avait eu des reports, donc il y avait eu plusieurs phases d'entraînement, et faire tout tomber à l'eau parce que voilà, on a pris une mauvaise taille de paire de chaussures, ou on a mal préparé son sac, ou on s'est mal entraîné, c'est un peu dommage. Donc il y a cet aspect de transmission là qui était importante, et donc j'en ai bénéficié moi en 2012 avec des collègues qui l'avaient déjà fait donc en 2008. Et voilà, ça a été un peu le coup de cœur, quoi, parce que c'est un format de course qui me convient particulièrement. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, hein, c'est bon, alors, peut-être la capacité à récupérer d'un jour sur l'autre, la chaleur, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un format qui me convient. Que tu as bouclé aux environs de la 30e place, à cette première édition, 33e si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il, en 2012. En 2012, je vais faire 36. 36 ou 33, j'ai lu les deux. Ouais, mais c'était déjà... pour une première, c'est quand même... Première, on avait fait un podium avec l'équipe Groupama, un premier podium. Voilà. Après, je suis revenu en 2016. Ouais. 2016. Ça a été une évidence pour toi tout de suite de te dire que tu reviendrais sur le marathon des sables? Ouais. Oui, bah, c'était une évidence. Je savais qu'il y avait plein de choses. Il y a tellement de paramètres à gérer sur cette course que des choses à optimiser, il y en a toujours. Et même encore, là, après ces 5 participations, j'ai encore des choses à arranger, parce que je sais que voilà, j'ai fait quelques petites erreurs. Il y a des choses à optimiser. Et donc voilà, il y a toujours moyen de progresser. Alors, en 2016, je sais pas, j'avais peut-être terminé dans les 14 ou 15, je sais plus. J'avais fait une partie de mon parcours avec Nathalie Mauclair, qui était déjà une star pour moi. Hein. Ouais, elle est 12e en 2016, Meryl. Comment ? Tu étais 12e. 12e, ouais, bah, elle devait faire 11e, ou elle a fini juste devant moi, je crois. Elle revient d'ailleurs cette année. Et puis après 2018, là, ça a été un peu la grosse surprise. J'ai réussi à monter sur le podium. Ouais, complètement inattendu. Enfin, ça t'avait fait entrepris des choses différentes. Complètement inattendu. J'avais l'expérience de mes précédentes préparations. Donc voilà, j'ai fait je suis entraîneur premier degré hors stade à la fédération. Donc j'ai un petit peu d'expérience sur comment structurer un plan d'entraînement. Et je me suis servi de ces bases pour construire mon plan d'entraînement à partir de 2018 là, et c'est, je pense, que ce qui m'a aidé à performer sur cette année-là. Et puis après, je suis revenu en 2019 avec l'équipe Terre d'Ave. Là aussi une belle année, moins performant que les années précédentes, mais voilà, c'était quand même, j'arrivais à rester quand même dans le top 10. Et repodium il y a quelques mois. Et encore un podium il y a quelques mois, ouais, sur cette édition mémorable. Tes motivations pour revenir, c'est pour revivre cette expérience humaine et essayer de faire mieux à chaque fois sportivement. C'est un peu ça les deux piliers. Alors, ou qu'est-ce qui te donne envie? Est-ce que tu te réenthousiasmes à chaque fois pour d'autres raisons? Faire mieux à chaque fois, c'est compliqué quand même, parce que quand même, on en a parlé tout à l'heure. Les deux frères El Morabiti sont quand même au-dessus du lot. Et puis il y a d'autres Marocains qui arrivent, qui étaient là l'année dernière, qui vont revenir et
qui vont être aux avant-postes, hein, clairement. Donc c'est pas forcément pour ça que je reviens. Y a cet aspect un peu performance, bien sûr, hein, mais là, cette année, je suis vraiment dans la transmission. Transmission avec l'équipe Groupama que j'accompagne avec 8 coureurs, là. Et puis j'ai aussi l'équipe de mon club d'athlètes, l'Union Sportive 7 Athlétisme. Je les cite. Hein. Tu as bien raison. Avec les singuliers de 7. Voilà, ils sont 4 cette année, là, qui, je pense, ont eu aussi l'envie de le faire parce qu'ils m'ont vu le faire sur... Tu as dû insister beaucoup ou pas beaucoup? Tu n'as pas eu à leur tordre le bras pour qu'ils signent? Après, ils se sont gérés leur projet. Hein. Je ne suis pas trop intervenu. Je les ai aidés sur la préparation. Mais cette année, voilà, c'est plus dans cet aspect transmission. Et puis après, voilà, moi, la vie sur le bivouac, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, l'échange avec les autres coureurs, la déconnexion aussi pendant une semaine de plus avoir tous ces réseaux là tous ces mails qui nous harcèlent toute la journée. Là, c'est l'excuse pour poser le téléphone dans le sac. Non, il est trop lourd, je le prends pas. Et puis on le rallume 10 jours après. Il chauffe pendant quelques minutes, hein, le temps de tout recevoir, les 4500 mails de boulot. Mais moi, pendant une semaine, voilà, on revient voilà, sur des valeurs un peu primaires là, de besoins fondamentaux. Voilà, manger, faire attention à soi, écouter les autres, s'entraider. C'est hyper important sur le Marathon des Sables, l'entraide et la solidarité. Encore plus dans des périodes agitées comme on connaît en ce moment. Exactement. Ça fait rejaillir encore plus cette nécessité-là. En termes de préparation sur cette année, est-ce que tu as fait des choses différemment ou est-ce que c'est un marathon des sables que tu as préparé comme les autres? Est-ce que tu as apporté des ajustements? J'ai apporté quelques ajustements. À la marge? Oui, je fais un peu plus de sport porté. Enfin, je fais du vélo, un peu plus de renforcement musculaire. J'avais tendance à être un peu boulimique du kilomètre sur les années précédentes. Là, j'ai un peu calmé parce que voilà, à 50 ans, la carcasse commence à couiner. Donc, un peu de vélo, ça fait pas de mal. Et puis, pareil que voilà, j'ai l'exemple de très bons trailers qui font très peu de kilomètres et beaucoup de vélo. Eric Lavry, Julien Churier aussi, hein, qui est aussi là cette année, et qui arrivent à performer sur des grands trails. Donc, je me dis que c'est certainement la bonne voie que d'essayer de faire des kilomètres à la pelle et c'est pas forcément très bénéfique. J'ai lu beaucoup et notamment de ta part l'idée que c'est une course qui est éminemment stratégique en tout cas. Voilà, il y a les frères El Mourabiti qui trustent les places, les 2 premières places depuis quelques temps. Et puis de manière générale, les locaux ont visiblement un certain privilège en tout cas et certaines clés de lecture que n'ont pas même certains coureurs expérimentés mais qui ne sont pas du coin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu juste en quelques mots les leviers stratégiques et quelles sont les clés que eux peut-être mettre en place que on peut pas. J'ai lu en tout cas qu'on ne pouvait pas sans se lier avec d'autres coureurs individuellement, que c'était impossible d'aller les chercher. Voilà, sur quoi on peut jouer pour essayer d'aller les chercher un peu plus. Ouais, alors les coureurs marocains sont de très bons athlètes individuellement et lorsqu'ils sont en équipe, ils arrivent aussi à mettre des stratégies en place qui ne sont pas forcément visibles au premier abord, mais après réflexion, quand on refait le film, on comprend un peu les choix qui ont été faits, pourquoi lui il est devant, pourquoi il est resté derrière. Et en course, on a du mal à cerner, comment ils fonctionnent. Mais en tout cas, ils sont très solidaires entre eux. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est respectée, qui sera certainement respectée encore cette année. Après, leur stratégie en équipe, elle est surtout de contenir la concurrence. Ils ont une marge, ils ont une certaine marge. Ils ont l'avantage d'être sur un terrain qu'ils pratiquent tout au long de l'année. Ils sont dans les mêmes conditions. Les parcours, les dunes de Merzouga, ils les ont parcourus en long, en large et en travers. Donc ils savent précisément où ils doivent passer. Et là où nous, Européens, on va essayer de trouver son chemin. Je prends l'exemple des dunes parce que ça, c'est vraiment typique. C'est quand on est à l'avant, les dunes, elles sont bien sûr très
très variable. On a des creux, des bosses, et à un moment, il faut choisir sa trajectoire. C'est-à-dire, j'ai un trou béant devant moi, je ne vais pas descendre parce que je vais perdre trop d'énergie. Je vais passer à droite, je vais passer à gauche. Et en fait, à force de faire ses choix, à droite, à gauche, etc., on perd beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, les Marocains, déjà, ils connaissent le terrain, et celui qui est derrière, en fait, il voit la trajectoire optimale, et il va aller tout de suite sur la bonne trajectoire, et il va s'économiser, et c'est là, à la fin de la sortie des dunes, qu'il va pouvoir... il a suffisamment d'énergie pour relancer, alors que nous, on va peut-être un peu peiner. Ça, c'est un exemple de stratégie que peuvent avoir les Marocains sur ce type de parcours. Ça va être ta 6e participation cette année. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension d'y retourner parfois, ou des choses qui te préoccupent, ou est-ce que tu es très en contrôle sur à peu près tous les paramètres et fort de ton expérience c'est purement de la réjouissance et du plaisir, ou il y a des petites choses sur lesquelles tu cogites un peu ou un peu plus incertaines? Il y a toujours un petit peu de cogitation, hein, mais j'avoue que cette année, je suis assez serein. C'est la première année, parce que d'habitude, je suis toujours en stress. Bon, là, j'ai quand même le stress de pas attraper le Covid les 3 derniers jours, voilà, des petits trucs comme ça, de pas me blesser bêtement en descendant d'un trottoir ou un truc comme ça. Mais sur la préparation, voilà, c'est la 6e fois que je la fais, voire la 7e, puisque je l'avais sur les éditions qui ont été annulées, j'avais commencé ma prépa. Donc je sais où je vais, je sais exactement comment ça va se passer. Patrick nous a pas réservé de surprise, je pense, cette année. C'était toi la question, il n'y a pas d'étape surprise. C'est un traumatisme, l'étape mystère. L'étape mystère. Bon, il y a eu beaucoup on savait pas trop le kilométrage, voilà. C'était 70, 100, on se disait peut-être 100 bornes, peut-être. Vous aviez aucune idée de ce qui vous attendait? Non, puis finalement, c'était une étape assez classique. Et donc sérénité cette année en tout cas. Sérénité, ouais, sérénité. Bon, après, j'ai toujours des petites choses à ajuster au dernier moment, mais sur la préparation, je suis plutôt confiant. Le boulot a été fait. Le boulot a été fait. Et puis, je suis aussi confiant pour les équipes que j'entraîne, là, côté Groupama ou côté USA. Ils sont bien préparés. Et je pense qu'ils vont bien gérer cette course. Ils vont profiter un maximum de la course. Petite digression sur un des formats classiques du podcast Course Épique, donc la basket chinoise, dans lequel je demande habituellement à mon invité s'il était un personnage fictif, qui y serait. Donc là, j'ai un peu restreint le choix. C'est plus un format de QCM, donc c'est des personnages fictifs qui sont en lien avec le désert. Ouais. L'idée, c'est de me dire plutôt toi, en termes de personnalité, puis de la façon dont tu envisages la course, quel est le personnage qui te ressemblerait le plus? Est-ce que tu te vois comme un personnage très serein et pleinement à ta main, comme peut l'être Laurence d'Arabie, donc qui est vraiment le roi sur ses terres en son royaume? Est-ce que c'est avec cette sérénité-là que tu te présentes, un peu plus détendu et déconnant, comme peut l'être Numéro bis, alias Jamel dans Astérix et Cléopâtre? Mad Max, très déterminé, pas du tout là pour rigoler, on n'est pas là pour emménager qui que ce soit, ou un peu perdu, tête en l'air, comme les Dupont dans Tintin au pays de l'or noir? Qu'est-ce qui cette année, je suis plutôt Laurence d'Arabie. Ouais. Parfait, serein, apaisé. Serein, apaisé. Et, Avant-dernière question de notre échange, je vais faire une petite projection. On est sur la ligne d'arrivée, voilà, donc un petit exercice de design fiction. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de te dire là quand tu franchis la ligne d'arrivée dans un petit peu moins d'un mois? Qu'est-ce qui te vient en tête? Comment ça s'est passé? Et l'idée, c'est de réécouter ça ensemble à l'arrivée et puis de se dire est-ce que tout ça a été s'est réalisé exactement comme prévu ou pas? Les derniers kilomètres avant l'arrivée, on refait le film un peu toute la préparation des gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus pendant toute cette période là. Et moi, quand je franchis la ligne, je pense surtout à ça. Et puis très vite l'envie de revenir. Très vite l'envie de revenir. Parce que on passe une semaine vraiment exceptionnelle. Est-ce que tu as un sentiment de vide? Peut-être un petit peu, très ponctuel, alors mais... pas tout de suite, mais dès la soirée de la cérémonie de remise des prix là. Il y a un petit peu de nostalgie déjà qui s'installe, c'est un peu ambiance fin de colo de vacances, hein, tu vois, on va partir le lendemain, bon.
On va aller à Mais on se Ouarzazate. reverra l'année prochaine. On va se c'est reverra ça l'année prochaine, exactement. Bon, après, on va passer 2 jours sympas à Ouarzazate aussi. Hein. On va profiter pleinement de remanger, de revivre normalement, une bonne douche. Après, Parce 10 qu'il y a des jours, aliments non lyophilisés qui existent, effectivement. Oui, Mais oui. on pourrait l'oublier au bout de 7 jours. Mais Et c'est vrai qu'on est souvent bien accueillis à l'hôtel à Ouarzazate avec des bons tagines, des couscous, et ça, c'est un vrai régal. dernière question, est-ce que tu aurais un petit mot pour tes partenaires, tes colocs de podcast, donc, que sont Claude et Frédéric avec sa fille Cécile de 16 ans? Est-ce que tu aurais un petit message pour eux? Ils en ont eu un pour toi, donc voilà, est-ce que tu as une petite chose à leur transmettre? Je peux juste leur souhaiter de profiter un maximum de l'aventure, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, de gérer leur effort, de bien suivre les protocoles d'hydratation, parce que ça, c'est quelque chose qui peut annihiler tous les espoirs de finir. Tous les espoirs de finir. Et voilà, donc voilà, ce que je peux leur souhaiter, c'est de profiter de la course et de l'après-course, le bivouac et toute l'ambiance qu'il y a autour de cette magnifique course. Merci beaucoup Meryl, ravi de ces échanges. Ça promet, en tout cas, on va vivre une belle édition avec toi et avec tes partenaires de course épique, en tout cas, qu'on va suivre plus particulièrement. Bonne fin de prépa, il reste encore peut-être un petit peu de quelques sorties, de ce que j'ai compris. Voilà, tu vas il reste encore te dégourdir une dizaine de jours de préparation, donc encore quelques kilomètres, et puis on va voir le bout de la prépa. Après, il faudra préparer le matériel. C'est du boulot aussi, ça. Lyophilisé, c'est du boulot, faut pas faire trop d'erreurs là. Et puis voilà, après on est parti. Rendez-vous à l'aéroport. Merci beaucoup Meryl. Exactement, merci à toi. Bientôt. À bientôt. Pour commencer, et afin de faire plus ample connaissance, parce qu'on va passer un bon bout de temps ensemble, et ça me réjouit. Je suis très heureux d'être à vos côtés au Maroc et de pouvoir vous suivre et que les auditeurs puissent vous suivre le long de cette grande et belle aventure. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Mais absolument, Guillaume. Donc, moi, je suis Frédéric de la Nouvelle. J'ai 42 ans. Nous habitons avec ma famille à Aix-en-Provence. Et puis, je suis un ancien journaliste. J'ai été sur BFM TV et TF1 pendant quelques années où j'incarnais notamment l'aventure, en plus de présenter les journaux classiques. Et puis j'ai travaillé un peu au ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, je suis directeur général d'un site culturel qui s'appelle le Rocher Mistral, qui est situé près d'Aix-en-Provence, dans le plus vieux château de Provence. Un site qui propose des spectacles historiques, culturels provençaux. Parfait, Cécile. Et moi, je m'appelle Cécile, j'ai 16 ans. Je suis au lycée en classe de première à Aix-en-Provence. Et donc, tu es la fille de Frédéric ? C'est ça. Et c'est ma fille aînée. Et ta fille aînée, ouais, j'allais te poser la question. Dans ta fratrie, il y a combien de personnes avec toi, Cécile ? J'ai 3 sœurs. La plus jeune a 6 ans. Et après, il y en a une qui a 10 ans et l'autre qui a 14 ans. Et vous entendez très bien. C'est l'harmonie tous les jours, Oui, j'imagine, à la maison. Il y a des petites disputes quand même. Ouais, il y a des petites disputes, mais dans l'ensemble, ça s'entend bien quand même. Tout va bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu plus spécifiquement chacun votre rapport au sport ? À quelle place il a tenu, toi, Frédéric, dans tes plus jeunes années, qui remontent un petit peu plus que pour Cécile ? Est-ce que le sport a tout de suite été très présent et comment s'est développée ton appétence pour le sport au fil du temps ? Et puis toi, Cécile, quels sont aujourd'hui les sports que tu pratiques, qui te tiennent à cœur ? Et puis au sein de tout ça, quelle place tient plus particulièrement la course à pied ? Mais avec plaisir. Moi, j'ai toujours fait du sport, mais jamais pas toujours à haute dose. J'ai fait beaucoup de rugby, notamment quand j'étais jeune, pendant une dizaine d'années. Et puis, mais j'ai toujours aimé courir et j'ai vraiment découvert la course à pied et en particulier l'ultra trail à la Diagonale des Fous. En fait, j'ai été à La Réunion en famille. À l'époque, il n'y avait pas Cécile. C'était avec mes parents et mes frères et sœurs, c'était en 2009. Et en se baladant dans les fabuleux cirques de La Réunion, on a croisé des coureurs qui s'entraînaient pour la Diagonale des Fous, dont je ne connaissais absolument pas l'existence à l'époque. Et quand on m'a expliqué qu'il y avait 170 km à faire avec 10 000 mètres de dénivelé positif en one shot, je me suis dit que c'était un défi absolument génial. J'ai toujours aimé les défis en revanche. Et voilà, donc c'était en 2009 et donc je me suis préparé pendant 14 mois et j'ai fait la Diagonale des Fous en 2010. Avec succès ? Et avec succès, ouais. J'ai terminé en 52h40, c'était une aventure extraordinaire. J'arrive entre 800 et 900e, je sais plus, là, sur les 2500. Donc, j'étais en plus assez content, même si on n'y va pas tellement pour son classement. Et depuis, ça ne m'a plus quitté. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'incarner un certain nombre d'ultra-trails à travers le monde, sur BFM TV notamment, où j'étais journaliste. Et j'ai embrassé l'aventure à l'occasion de cette expérience-là.
Donc c'est vraiment le point de départ à la fois de l'ultra trail, mais de ta passion et ton intérêt pour l'aventure. Tout est né sur les sentiers de la Ça a Diag. été un peu ma traversée de l'Atlantique à la rame à moi, quoi. Et ça a été extraordinaire. Je suis passé par tous les états, et puis psychologique bien sûr, physique, mais même quand on fait une course comme ça à la Réunion, on est confronté sur l'ensemble de la course au jour, à la nuit, au chaud, au froid, à l'humidité, au sec. Il y a des moments où on sait plus où on habite, et puis il y a des moments où ça va bien, c'est l'euphorie. Il y a des moments où on a faim, il y a des moments où on a mangé trop de pâté au ravito. Il y a des moments où on parle avec des gens, il y a des moments où on est tout seul. C'était une expérience extraordinaire. Vraiment, j'étais touché mes limites. Et ça m'a donné envie d'en faire plus, de vivre d'autres moments comme ça. Et c'est à partir de cette expérience-là que j'ai eu la chance de pouvoir partager mes aventures. Parce que travaillant à la télé, ça avait interpellé à l'époque BFM TV. Et donc, c'est notamment pour ça que j'ai fait 6 mois plus tard mon premier marathon des sables où on faisait un sujet par jour. C'était très sympa. Qu'est-ce que tu as eu envie d'aller chercher? C'était quoi le défi d'après? Ou là, en tout cas, la motivation qui te permettait de te projeter sur les courses suivantes? Est-ce que c'était l'idée d'aller dans des endroits que tu connaissais pas, l'idée de vivre ça collectivement, l'idée de pousser un peu plus loin le kilométrage, changer de contexte? Non, il y a l'idée de se surpasser, vraiment, d'aller faire toujours plus de kilomètres. Ça, moi, ça m'éclate bien. Il y a l'idée de le faire dans des paysages ahurissants. Il faut de la nature, il faut vraiment de la belle nature. Et puis il y a l'idée de partager, tu vois. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, on le fait. J'essaye de le faire en tant que possible, en ayant les moyens de faire profiter à ceux qui ne sont pas avec nous et qui se lèvent le matin et qui vont au travail, de leur faire profiter un peu du désert ou de l'île de la Réunion ou des canyons mexicains. Tu vois, quand j'ai traversé le désert d'Atacama, moi, à pied, en solitaire, c'était 1000 kilomètres. On a fait ça avec BFM TV. C'était un vrai bonheur de savoir que même si t'es seul dans le désert, le matin, il y a des types, avant de prendre le périphérique, qui s'offrent, tu vois, 1 minute 30 de désert d'Atacama et de dépassement de soi. Et moi, je trouve ça absolument génial. Partager l'évasion. Et je mesure ma chance de pouvoir faire ça. Ouais. Petite question quand même. Est-ce que tu es sûr que Cécile n'était pas là en 2009? Je fais si. depuis tout à l'heure. D'accord. Okay. Cécile était née en 2009, mais elle faisait pas partie. Elle n'était pas présente. Cécile est née en 2005. C'est bien ce qui me semblait. Cécile, est-ce que toi, tu peux nous raconter ton rapport au sport et l'intérêt que tu y portes aujourd'hui, et puis peut-être dans tes plus jeunes années aussi, un petit peu plus tôt? Comment est-ce que tu as appréhendé le sport dans ta vie jusqu'à maintenant? Moi, je fais du badminton depuis 6 ans maintenant. J'ai fait quelques compétitions. J'aime beaucoup le sport. Ça me permet de m'évader, de penser à autre chose. J'ai jamais vraiment fait de course à pied jusqu'à maintenant. Ça, c'est vrai, c'est marrant d'ailleurs. Quand tu dis ça, c'est dans le sens compétition, c'est ça? Jamais participé à une course? Non, mais même je te vais pratiquer, parler, Cécile, bien sûr, mais la course à pied, Cécile la pratique parce qu'on prépare le marathon des sables. Sinon, c'est pas ta discipline. Non. Ça t'a jamais intéressé? Ça a été, c'était du désintérêt ou du rejet carrément? J'ai jamais vraiment essayé, ça m'a jamais vraiment tenté. Et quand j'ai essayé, quand papa m'a emmené courir pour la première fois, j'ai bien aimé. Mais moi, je vais te dire, Guillaume, ce qui, à mon avis, anime Cécile, et elle va me dire si je me trompe ou pas, mais Cécile aime le défi et l'aventure. Ça, c'est un point commun que j'ai avec ma fille. Et on a déjà eu l'occasion de partager 2-3 aventures sympas, moins extrêmes que le marathon des sables, mais par exemple, on a été voir la mer à vélo dans la journée, en tandem. Parce que Cécile m'avait demandé si c'était possible. On habitait en région parisienne à l'époque. Et donc, on était parti le matin à 5h du mat sur notre tandem et on avait pédalé, on avait dîné à Deauville. Joli. Et t'avais bien encaissé, t'avais apprécié ce moment-là? Oui, T'es dur à l'effort, comme on dit? C'est un très très bon souvenir partagé avec mon père. J'avais adoré. Mais elle était défoncée à l'arrivée. C'est la première fois, on s'est fait un petit resto. C'est la première fois que Cécile m'a demandé, avant le dessert, d'aller se coucher. Et comment tu as, toi, vécu, Cécile, les précédentes participations de ton papa, donc de Frédéric, au Marathon des Sables? Est-ce que tu suivais ça un peu de loin? Est-ce que il y avait une part d'admiration de ta part quand tu le voyais vivre ça? Est-ce que tu comprenais, tu mesurais un peu l'ampleur? On parle du Marathon des Sables, il y a eu beaucoup d'autres expériences que Frédéric a vécues, mais est-ce que ça t'a toujours intrigué et intéressé? Oui, ça, quand il l'a fait, ça m'a donné envie en voyant les photos, etc. Ça m'a intéressé et il m'a toujours dit tu m'emmènerais un jour à mes 16 ans. Et il a tenu sa promesse. Pas encore, mais on est en passe de le faire. Qui a suggéré en premier cette idée? Elle s'est vraiment venue de toi, Cécile, ou comment ça s'est construit? Ou c'est vraiment conjoint comme envie? C'est plutôt papa qui m'a parlé de ce projet. Et après,
Moi, Il t'a fallu une demi-seconde pour dire oui? Oui. Parce que oui, effectivement, le marathon des sables, c'est l'âge limite, c'est ça, à partir de 16 ans? Ouais, c'est l'âge limite. Cécile est une grosse travailleuse, elle est très consciencieuse à l'école. Et donc, elle avait quand même ce souci de se dire, parce que c'est pas les vacances scolaires pendant ce temps-là. Donc, elle avait ce souci de se dire, comment je vais faire, voilà. Mais c'est vrai que le marathon des sables l'attire assez pour qu'elle arrive à rater 10 jours de cours. Ça, je me dis que c'est plutôt un bon signe. Est-ce que tu peux nous parler, Frédéric, des précédentes éditions auxquelles tu as pris part? Qu'est-ce que tu en as retenu, aimé? Qu'est-ce qui te donne envie de te représenter? Là, on comprend tout à fait cette année que le challenge, on est dans un registre très nouveau et c'est le fait de vivre ça avec ta fille est au cœur de ce projet, évidemment. Qu'est-ce qui t'a à chaque fois mené là-bas et qu'est-ce que tu en as ramené? Écoute, moi j'ai eu la chance de le faire les 2 premières fois dans le cadre professionnel, parce que les 2 premières fois je l'ai fait pour le partager sur BFM TV. C'était 2011 et 2013 si je ne m'abuse. Et donc c'était un peu particulier parce que la toute première fois on montait un sujet par jour. Donc quand j'arrivais moi au bivouac, moi j'étais évidemment en autosuffisance alimentaire comme n'importe quel concurrent. J'avais un caméraman qui lui vivait côté organisation, donc il ne me parlait pas des barbecues et autres succulents repas qui se partageaient entre eux le soir. Mais quand j'arrivais, il fallait qu'on monte un sujet. Donc il y avait 2 heures de boulot en plus, quoi. Avec ce qu'on avait tourné pendant la journée, parce qu'il fallait aussi que je pense aux séquences pendant le truc. Donc c'était un marathon sable, c'était une super expérience, mais c'était très éprouvant parce que quand les autres arrivaient, ils allaient se faire leur lyophilisé et se coucher. Moi, j'avais 2 heures de boulot et j'étais toujours le dernier à arriver dans la tente dans la nuit. Donc c'était génial. Pas évident. C'était génial, mais c'était pas évident du tout. La deuxième fois que je l'ai fait, même principe, mais c'était un format un peu plus simple à monter, donc voilà. Mais je l'ai quand même fait avec sur le même principe. Et puis je l'ai fait en 2000, que je dise pas de bêtises, 2019, si je ne m'abuse, pour la dernière fois. Et là, je l'ai fait en concurrent classique. Et encore une fois, c'était une super expérience. Je l'ai fait avec quelques potes et je l'ai savouré autrement. Voilà, j'ai savouré autrement. Je savais pas si j'allais le refaire parce que 3 marathons des sables, on connaît bien la course. Et puis c'est vrai que le fait de se dire que je peux le faire avec Cécile, là, ça motive absolument. Et donc, je suis vraiment très 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 heureux de pouvoir l'emmener là. C'est un vrai défi pour moi de l'emmener chercher la médaille. Qu'est-ce que vous venez chercher donc au-delà de la médaille ensemble, enfin et chacun? Toi, Cécile, qu'est-ce que tu imagines y vivre et qu'est-ce que tu as envie d'y vivre en fait? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller là-bas? Déjà, me dépasser, atteindre mon objectif, mais aussi partager cette expérience inoubliable avec mon père et voyager, voir des paysages magnifiques dans le désert. Tu connais le désert? Non, j'ai jamais été. Ça sera une première pour moi aussi, figure-toi. Ah, c'est vrai, t'as jamais été non plus? Non, grande première. Ah, tu vas voir, Et c'est je super. m'attends à vivre un grand moment. On m'a parlé du ciel. On m'a expliqué que le ciel, on le voyait comme jamais dans d'autres circonstances. Ouais, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. La nuit, Donc, hein, c'est j'entends, pardon. absolument Ouais. magnifique. Ouais, absolument. Non, mais et moi, qu'est-ce qui me pousse à le faire? Évidemment, partager ça avec ma fille, ça donne un côté exceptionnel parce que, si tu veux, personnellement, j'ai découvert à 30 ans, en faisant ma première diagonale des fous, qu'on pouvait faire des trucs dingues dans la vie. Qu'on pouvait faire des trucs qui sont originaux. Insoupçonnable. Tu vois, insoupçonnables, ouais. Qu'on avait que les limites quand même pouvaient se repousser vraiment très très loin, qu'on pouvait vivre des expériences d'une force incroyable et faire de sa vie une aventure incroyable. Je l'ai découvert à 30 ans dans la diagonale des fous. Je pensais pas que ça me ferait un tel effet. Et je me dis que j'aurais bien aimé pouvoir faire ça dès 16 ans. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et donc, je suis ravi de pouvoir emmener Cécile dans cette aventure. Alors, elle va peut-être pas accrocher comme moi, hein, mais j'espère Elle essaiera. qu'elle va bien aimer, que ça va être je suis sûr en tout cas que ce sera quelque chose d'inoubliable pour elle. Et que dans les moments de souffrance, parce qu'il y en aura, ça va être du défi et que à l'arrivée, ce sera un merveilleux souvenir et que ce sera de toute façon très formateur et que c'est un vrai apprentissage. Voilà, sur les valeurs de la vie, du dépassement de soi, sur l'idée qu'on peut faire des choses géniales dans la vie. Au-delà de cette aventure humaine qui va bien évidemment profondément vous marquer et vous faire vivre quelque chose de grand, est-ce qu'il y a l'objectif sportif et le seul, c'est d'arriver ensemble au bout de la dernière étape, c'est ça, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, l'objectif c'est vraiment d'arriver tous les deux ensemble. Sauf si tu me dis, Cécile, que tu veux que je te laisse gérer tes étapes toute seule. Tu me ralentis, Non, papa. on s'est promis de pas se lâcher et
et de tout faire ensemble et que papa m'accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut se donner tous les moyens pour que ce soit un succès. L'idée, le sport peut entraîner l'échec, mais puis l'échec permet aussi d'avancer. Mais l'idée, c'est que Cécile revienne avec sa médaille en ayant vécu la course avec moi du début à la fin et que ce soit aussi une façon de gagner en confiance en soi, de voir qu'on est capable de faire des choses merveilleuses. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des moments compliqués parce que moi, elle m'impressionne en entraînement, mais elle t'en parlera après. On fait des belles sorties, on en a fait une l'autre jour de plus de 50 km, c'est passé tout seul. Enfin, tout seul, on va à un rythme raisonnable, hein, mais je veux dire, c'est quand même des grosses journées. On avait fait 1500 mètres de dénivelé positif avec nos sacs. Bon, ça s'est bien passé. Et donc, voilà, mais je pense que Cécile se rend pas encore compte de la chaleur qu'on va avoir au Marathon des Sables et puis du poids du sac, parce que même si on avait un sac à l'entraînement, il est absolument pas plein comme celui qu'on aura sur le dos pendant la course. Qui va faire quoi, autour d'une dizaine de kilos, un peu plus, un peu moins? Celui de Cécile sera plus léger. 8-9 kilos. Ouais, c'est ça. Et le tien Le mien, je le sais, parce que comme j'ai fait d'autres marathons des sables, le mien, il est lourd. Il est plus lourd que les autres concurrents parce que j'adore bouffer, moi. Alors, Jamais sans mon frigidaire. Ouais, exactement. Et comme on passe 6 jours dans le désert, il faut quand même avoir à manger, sinon on prend pas de plaisir. Donc moi, j'ai un sac qui fait, tu vois, au départ, 11 à 12 kilos. C'est-à-dire le double, en fait, du poids minimum obligatoire. Et le soir, quand les gens finissent leur premier lyophilisé et s'apprêtent à se coucher, moi, je prépare mon deuxième. Est-ce que vous avez une petite botte secrète dans votre sac, justement, chacun une petite gâterie, une petite plaisir? Vous vous êtes dit ça, quand il y a un petit coup de mou, c'est quelque chose qui nous fera plaisir à savourer au milieu du désert. Est-ce que c'est possible d'embarquer ça avec soi ou on est au gramme près et on peut pas vraiment se le permettre? Alors, on n'est pas tellement au gramme près parce qu'on n'est pas là pour terminer dans le top 10. C'est-à-dire que je pense que Meryl, Robert, va pas beaucoup nous voir sur la course, sauf sur la longue étape, tu vois, parce qu'il va nous doubler, comme il va faire partie probablement des coureurs qui partent 3 heures après les autres, parce qu'ils sont dans les 50 premiers au classement général. Mais donc nous, on est là pour faire ça dans les barrières horaires et en profiter au maximum. Donc on n'est pas au gramme près. Évidemment, on fait attention, hein, parce que si le sac est trop lourd, ça va être compliqué. Non, comme petite sucrerie, là, on a des petites barres de céréales qu'on a repérées, qu'on a goûtées, qui sont aux amandes, et on adore ça. Voilà, donc on va en faire le plein. Voilà. Mais sinon, non, on a fait le tri de nos lyophilisés hier. Cécile se marre parce qu'elle s'imagine en train de manger ses barres de céréales. Et puis on a reçu toute notre lyophilisé là hier, donc on a fait le tri. Et en fait, comme on a l'esprit d'aventure, on se régale déjà à l'idée de manger nos chili con carne et nos pâtes bolognaises lyophilisées dans le désert. Pour revenir sur ce qu'on évoquait il y a quelques instants, Frédéric, la préparation, comment elle s'est organisée, enfin, quand est-ce qu'elle a commencé pour vous deux, et puis quels en sont les points saillants, en tout cas spécifiques, qu'est-ce qu'on prépare différemment pour ces longues courses à étapes sur un terrain aussi particulier que peut l'être le désert? On a commencé l'entraînement début novembre. On essaye de faire environ une sortie par semaine. On alterne la course et la marche. On fait des sorties de 20-30 km et on essaye de faire le maximum de kilomètres, d'augmenter les kilomètres chaque semaine et d'avoir un sac pour se préparer au mieux. En fait, l'objectif, comme si tu sais, c'est une course dont les barrières horaires sont très larges. Donc c'est une course 3 km/h, c'est ça? Ouais, c'est ça, on peut la terminer en marchant. Donc moi, mon objectif, c'est que Cécile soit capable en marchant d'aller chercher cette médaille. Et donc, en effet, on a commencé début novembre. Avec son rythme scolaire, c'est compliqué de faire des sorties pendant la semaine. Donc, tous les dimanches matins, on part faire une grande sortie qui fait, comme tu l'as dit, 20-30 km. Et parfois, on est monté à 50, plus de 50. Et on fait une dernière sortie de 60 dimanche dernier, 15 jours avant le départ. Dimanche prochain, pardon, oui, je ne parle pas français. Dimanche prochain. Et voilà. Et on est parti 3 jours pendant les vacances de Noël. On a fait 100 km en 3 jours. Avec 3000 mètres de dénivelé, on a fait ça autour du Mont Ventoux, là. Donc ça, c'était un très bon test aussi. Et ça s'est très bien passé avec nos sacs. Donc c'est là où je suis assez confiant sur Cécile qui a 16 ans, est en pleine forme. Mais comme je te disais tout à l'heure, il faut juste voir comment elle va gérer la chaleur et le vrai poids du sac. Ouais. Et les ampoules. Et en termes de motivation et de mental, tu te considères comme quelqu'un de très déterminé, Cécile? Oui, je suis très déterminée.
Ça m'inquiète pas forcément pour l'instant. Je redoute, comme papa vient de le dire, la chaleur, mais sinon, je suis confiante. Moi, c'est le truc qui me fait un peu peur, tu vois. C'est le truc qui me fait un peu peur. C'est quand je l'entends dire ça. Parce que quand elle dit ouais, là, je suis confiante, je suis confiante, ça me fait pas trop peur. Je me dis bon, est-ce qu'elle a quand même bien compris que on allait quand même un peu en baver. Mais là où elle a raison, c'est que pour la connaître, puisque c'est ma fille, elle a un vrai mental de guerrière. On va vous suivre attentivement, en tout cas, sur cette course. Juste pour conclure cet échange, quelques petites questions. Alors, il y en a une qui est un petit clin d'œil aux épisodes classiques du podcast, qui est une rubrique qui s'appelle La basket chinoise, et dans laquelle, habituellement, je demande à mon invité quel personnage fictif il serait. Là, j'ai fait pour l'occasion une petite variante, avec cette fois des personnages ou des personnalités qui sont marquantes et qui ont un lien avec le désert. Donc, vous allez me répondre, c'est un petit format de QCM. Me dire qui vous seriez dans ce contexte du Marathon des Sables, quel type de personnalité vous ressemble le plus. Donc, est-ce que vous seriez plutôt serein et pleinement à votre main dans le désert comme le serait Laurence d'Arabie? Est-ce que vous l'appréhendez de façon détendue et un peu roi de la déconne comme les numéros bis, alias Jamel dans le film Astérix et Cléopâtre? Est-ce que vous êtes en mode Mad Max, pas là pour rigoler et plutôt guerrier, ou un peu peut-être perdu et tête en l'air comme peuvent l'être les Dupont dans Tintin au pays de l'or noir, qui ingèrent tout genre de choses, de produits en se trompant et qui ça leur fait pousser les cheveux, ou qui se lancent dans la poursuite de leurs propres traces de Jeep dans le désert? Quel serait le type de personnalité qui vous ressemble le plus? Je pense qu'on serait entre Laurence d'Arabie et Jamel. Un peu mélange. Jamel d'Arabie. Ouais. Ah. Je crois qu'elle a raison, mais moi je rajouterais un peu de Mad Max quand même. Parce qu'il y a un côté grain de folie aussi là-dedans. C'est-à-dire que c'est sûr que dans ces courses, il y a l'extase du désert, et c'est vrai qu'on contemple, c'est magnifique, et j'ai déjà hâte de montrer à Cécile le coucher de soleil le soir de la longue étape, quand on sera dans le désert en train de marcher. Et en même temps, c'est vrai qu'on rigole quand même comme des fous sur ce genre d'épreuve, notamment sur le bivouac, avec des gens qu'on connaissait pas 3 jours avant, et ça, je trouve ça hyper drôle. Et puis c'est une course de fous. C'est-à-dire que les gens qui se sont fixés cet objectif, pour beaucoup, ils ont un grain de folie. Donc un savant mélange de tout ça. On laisse les Dupont à l'écart, et puis un mélange des trois autres. Exactement. Un petit format hybride qui sera un mélange entre une time capsule et puis un peu de design fiction. Je vais demander à chacun de vous d'imaginer ce qui vous viendrait en tête au moment où vous franchissez la ligne d'arrivée, et je vais le consigner dans cette petite time capsule course épique, et je vous proposerai de la réécouter une fois la ligne d'arrivée franchie. Qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez vous dire au moment où vous franchissez la ligne? Alors, Cécile me demande de commencer. Je pense qu'elle a besoin de réfléchir un peu. Écoute. On imagine que tout s'est bien passé, évidemment. Vous franchissez la ligne ensemble. On finit. Écoute, normalement, si je suis fidèle à moi-même, normalement, je dois pleurer un peu. Mais cette fois-ci, je pleurerai pas parce que je l'ai fini, parce que c'est un défi que j'ai déjà pour ma part relevé, mais je pleurerai parce que j'ai emmené ma fille au bout. Et qu'on aura très probablement vécu une expérience extraordinaire ensemble, avec plein de moments de doute et plein de moments de rire et de joie. Et donc, je pense que ce sera la fin, si tout se passe comme prévu, d'une aventure humaine et familiale extraordinaire. Et donc, je me vois bien verser ma larme, faire un gros câlin à ma fille, et qui, j'espère, sera fière d'elle. Cécile? Moi aussi, je vois qu'on se prenne dans les bras, qu'on se félicite et qu'on soit fiers de nous. On l'a fait, ensemble. Voilà, exactement. J'avais des images mentales, en tout cas je vous voyais en train de vivre ce moment-là. J'imagine que vous aussi. Ouais, vous moi c'est le moment que je m'imagine le plus quand on s'entraîne. Enfin d'ailleurs, c'est quand je préparais la Diagonale des Fous pour moi tout seul, c'est le moment que j'imaginais le plus, c'était le passage de la ligne d'arrivée. Hein. C'est vrai que c'est l'aboutissement, c'est le succès. Et donc là, quand on s'entraîne, c'est le moment que je visualise le plus aussi. C'est le moment où on passe tous les deux la ligne, on se donne dans la main, et où on est trop content. Et vous vous dites, ça y est, vivement la prochaine, en rempile. Eh ben ça, c'est toute la question, tu vois. Ça, je serais curieux de savoir, on en reparlera aussi après la course, comment Cécile réagira à cette expérience. Parce que qu'elle l'apprécie, j'ai peu de doute sur le fait que ce sera le cas. Mais est-ce que elle me dira quelques jours après, papa, il faut qu'on se trouve un nouveau défi ou pas? Ça, on verra. Papa, je retourne au badminton, laisse-moi tranquille avec tes défis. Dernière question de notre échange pour cet épisode introductif. Est-ce que vous auriez un petit mot pour vos colocataires de podcast, donc à savoir Meryl, Robert et Claude? Est-ce qu'il y a un petit mot que vous auriez envie de leur partager avec eux?
Oh bah on est d'abord on est très content de partager ce podcast avec eux parce qu'on les connaît tous les deux indirectement. Alors Meryl se souvient peut-être pas de moi, mais j'étais dans la même équipe que lui. On était un groupe d'une quarantaine il y a 2-3 ans quand j'ai fait le marathon des sables. Et il était dans la tente à côté de moi. Donc je le voyais arriver le soir enfin je le voyais pas arriver le soir, pardon, c'est lui qui me voyait arriver le soir. mais j'étais impressionné, je suis impressionné par les capacités de ces gars-là, moi, et enfin les filles aussi d'ailleurs, parce qu'elles sont incroyables, là. Toutes ceux et celles qui arrivent à courir ce marathon des sables, moi ça me fascine. Et donc qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? D'abord bon courage, parce que Meryl il a un objectif j'imagine, hein, mais je veux pas parler pour lui, mais de classement que nous on n'a pas. Il est là pour performer, c'est un vrai athlète. Donc je lui souhaite le meilleur marathon des sables. Et Claude, ça nous amuse beaucoup parce que on l'a vu dans Koh-Lanta comme tous les Français. Et donc il me semble d'ailleurs qu'il est en attente 99. J'ai vu ça. T'as déjà repéré? Ouais. Et donc voilà, écoute, on sera ravis de le croiser et j'espère que pour lui ce sera une belle aventure aussi, puisque tu me dis que c'est son premier. Mais c'est un type qui a quand même pas mal l'habitude de l'aventure, donc qui va sûrement arriver à s'adapter sans grande difficulté. Merci beaucoup à tous les deux pour nos échanges. Le moment est venu de vous souhaiter une bonne fin de prépa. Il vous reste encore quelques jours et donc une sortie dimanche prochain, on l'a compris notamment. On se donne rendez-vous à l'aéroport le 25 mars pour vivre cette grande aventure. Je serais ravi en tout cas d'embarquer avec vous et puis d'avoir le plaisir de vivre au plus près de Cécile et toi, Frédéric, ces 7 jours de transhumance qui s'annoncent et qui vont être une formidable aventure. Écoute, merci Guillaume, nous aussi on compte les jours pour tout te dire. Ouais, on compte vraiment les jours. C'est comme le Père Noël, on compte les dodos. Ah non mais vraiment, hein. Ouais, ça va être long là. Il faudra un petit calendrier de l'Avent, marathon des sables. Suggestion Exactement. Pour l'année prochaine. Ouais, mais pas avec des chocolats, sinon tu finis pas la première étape. Avec du lyophilisé pour se mettre dans le bain déjà. Voilà. Merci à tous les deux, à très bientôt. Merci Guillaume. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.